Alors, expert ou pas? Ça fait quelques semaines que cette information est sortie, et ça fait quelques semaines que je me demande comment réagir. Finalement, je vais rédiger un billet sur mon blog, car j'en suis arrivé à la conclusion qu'il vaut mieux en rire. L'affaire dite du petit Grégory, ça vous dit quelque chose? Oui, forcément. À moins de s'être exilé quelque part chez les gnous de Patagonie depuis le 16 octobre 1984, et de vivre en ermite isolé de tout contact façon mormon dépressif, alors vous avez forcément entendu parler du petit Grégory Villemain. Il se trouve que, depuis quelques semaines, l'affaire revient sur le devant de la scène. Un nouveau rebondissement, comme disent les médias, pour attirer notre attention et nous tenir en haleine. Le point qui m'intéresse particulièrement dans ce nouveau rebondissement, c'est la publication, le 27 septembre 2017, d'une expertise psychologique de Muriel Boll. Alors, souvenons-nous, Muriel Boll, c'est la gamine rouquine avec une bouille de Gengis Khan. Oui, j'aime bien dire Gengis Khan. Et en plus, Gengis Khan, il était roux. Bref, Muriel Boll, c'était la gamine que les journalistes pistaient dans les années 80 du côté de la Vologne, comme les paparazzi pistent Carla Bruni aujourd'hui du côté des Champs-Élysées. Sauf que Muriel Boll, en 1984, elle n'avait rien pour attirer la lumière des projecteurs. Mais du jour au lendemain, paf, tous les journalistes ne parlent plus que d'elle. Pour parler en standard de 2017, Muriel Boll, après le 16 octobre 1984, c'est la youtubeuse à 3 millions de followers que tout Jean-Pierre Pernaut qui se respecte doit avoir accroché à son tableau de chasse. Toute la France lève l'oreille quand Roger Giquel ouvre son journal de 20 heures en prononçant ces mots « La France a peur ». Bon, revenons à nos moutons, parce que Muriel Boll, en 2017, elle a quand même 48 ans. Eh oui, ce n'est plus la gamine de 15 ans du 16 octobre 1984. Alors Muriel, puisqu'elle revient sur le devant de la scène, elle a droit à son expertise psychologique. Et son expertise psychologique vaut le détour. Non, mieux, elle vaut son pesant de cacahuètes. Enfin, j'en arrive à me demander si ce n'est pas l'experte qui mérite la palme d'or de Rire et Chanson. Car franchement, mieux vaut en rire qu'en pleurer, comme on dit. J'ai presque envie de mettre un lien avec cette expertise, avec l'affaire de la fausse psychologue qui réalisait des expertises pour les tribunaux avant que l'on ne découvre qu'elle avait fabriqué elle-même ses diplômes avec des modèles récupérés sur le net. Bon, alors, venons-en au fait, que diable. Le test de l'arbre. C'est quoi donc ce truc-là? Il faut grimper dans l'arbre, comme le chat de tonton Lulu. Il faut abattre un arbre, comme un bûcheron canadien. Il faut l'entourer de ses bras pour ressentir la force cosmique de Mère Nature qui a traversé les siècles et les siècles. Amen. Oui, c'est un peu cela. Voyez par vous-même. Si vous faites un peu de recherche sur le test de l'arbre du côté du web, vous allez déterrer une profusion d'articles qui se veulent plus scientifiques les uns que les autres. Et, évidemment, tous ces articles expliquent, en substance, que « Ouh là là, le test de l'arbre est très peu utilisé en France et que, c'est vraiment dommage parce que il est quand même trop super parce qu'il est bien ce test. » Alors, regardons d'un peu plus près les arguments de ces articles en faveur de cet outil vraiment trop formidable. Il est utilisé pour des tas de recherches sur des sujets aussi variés que
l'étude de la personnalité normale, le diagnostic des troubles du comportement, l'évolution de la perception chez l'enfant. Ah ouais, sympa. Dites donc, il fait plein de trucs votre test. Mais sinon, les données de validation, je peux les trouver où? Hein? Parce que bon, vous croire sur parole, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime bien vérifier par moi-même. On l'utilise pour vérifier l'influence des variables écologiques. Si, demandez à Nicolas Hulot, il va vous expliquer ça, hein. Le test de l'arbre, c'est rien d'autre que le support de la projection, l'objet jouant le même rôle que le miroir qui ne fait que renvoyer l'image projetée. Ah bon? Fiou! Et ça sort d'où ça? Ah oui! De la tête d'un certain Corr en 1949. Et lui-même, il le sort d'où? Ou bien, il l'a démontré comment? Ah oui! Il l'a dit, donc c'est forcément juste. Mais la cerise sur le gâteau, c'est quand même cette affirmation. Des analogies avec la graphologie peuvent être faites et servir de point de repère. Ah ben là, oui, évidemment, c'est du lourd. Si le test de l'arbre est aussi puissant que la graphologie, la cartomancie, la taromancie, la boule de cristallerie, alors là, c'est sûr, c'est du puissant. C'est puissant comme un PPT d'un consultant Capgemini. Pensez donc, pour progresser, la RSO doit désormais être en phase avec les attentes des parties prenantes. Non, arrête, tu déconnes. Comment c'est trop puissant tout ça? Attends, c'est pas fini. Elle doit être mobilisatrice à tous les niveaux de l'organisation. Dingue! C'est beau comme un commentaire de joueur de foot. On va jouer le match et essayer de marquer des buts parce qu'on veut gagner ce match. Ah ben ouais, dis donc. Des mecs qui viendraient sur le terrain pour faire une pétanque. Je pense que ça surprendrait un peu. Hein? Bon. Revenons à notre test de l'arbre. Ce que j'aime également, c'est cette phrase. Le sujet exprime dans son dessin autre chose que ce qu'il pense faire consciemment. Ben oui, attends, mais c'est tellement évident. Tiens, par exemple, moi, quand je vais au supermarché chercher des nouilles parce que j'en ai plus chez moi et que je veux faire des penne carbonara, ben, en fait, j'exprime autre chose dans mon achat de nouilles que ce que je pense faire consciemment. En fait, je ne prends pas un paquet de nouilles. J'exprime mon refoulé inconscient d'un événement traumatique vécu entre 2 ans, 3 mois, 1 semaine, 2 jours, 3 heures, 45 minutes et 4 secondes. Et 23 ans, 11 mois, 3 semaines, 4 jours, 12 minutes et 45 secondes. Si, je vous assure, c'est la taille de la boîte de lustre cru multipliée par la surface du magasin divisée par le tour de poitrine de la caissière qui permet cette interprétation et cette précision. Alors, tu vois, hein, c'est l'indice de Wittgenstein des boîtes de spaghettis. Alors moi, au départ, en bon scientifique que je suis, j'ai pensé que ce bon vieux Wittgenstein avait mené des études sérieuses sur la question. Études sérieuses, en termes scientifiques, ça veut dire qu'il s'est assuré du caractère reproductible de sa découverte. En clair, qu'il a analysé des milliers et des milliers de personnes pour découvrir une constante qu'il a traduit en indice avec sa méthode de calcul. Puis il a vérifié, sur un très grand nombre de personnes, que son indice fonctionnait systématiquement. Et c'est pour cela que l'on trouvait des chiffres tout à fait précis, qu'il faut d'ailleurs relativiser comme toute recherche scientifique en sciences sociales. Eh bien, non. Notre Wittgenstein, il ne s'est pas embarrassé de tout cela.
Que nenni! Il s'est levé un matin, et il s'est dit, bon, si je multipliais le périmètre du tronc de l'arbre par le nombre de feuilles sur les branches, et que je divise le tout par la taille en millimètres du petit-neveu de la personne concernée, hein, c'est pas mal ça. Arrête ton char, Bénure. C'est du grand n'importe quoi. Si ta personne n'a pas de petit-neveu, tu fais quoi? Et attends, il y a mieux. Ton arbre, il est dessiné sur une feuille de papier. Tu fais comment pour faire le tour et avoir le périmètre? C'est-à-dire, je sais pas moi, je prends un mètre à ruban de couturière. Mon Dieu, quel boulet! Mais quel boulet! Ah, vraiment, vous les cliniciens, vous avez vraiment des problèmes avec les chiffres. Bon, ok. Alors, si je multipliais la hauteur du début du nœud de l'arbre par l'âge du capitaine, et que je divise par la hauteur totale de l'arbre, paf, ça me ferait un truc rigolo et je pourrais dire que c'est l'âge d'un traumatisme, hein. Cool comme idée, non? Du coup, moi aussi je peux concevoir un test méga trop bien pour être un super expert auprès des tribunaux. Pour cela, il faut déjà un peu de psychanalyse. Par exemple, si vous voulez briller en société en vous faisant passer pour un expert en psychanalyse, c'est vraiment très simple. Laissez libre cours à votre imagination, puis faites en sorte de toujours terminer sur un caractère sexuel. Par exemple, c'est le milieu du repas, la maîtresse de maison apporte une pintade farcie au marron, et en même temps, votre voisin de table, l'oncle Marcel, vous demande si vous avez visionné cette vidéo sur YouTube de ce jeune boulanger qui proteste contre la grande distribution. En apparence, une conversation anodine, comme il en existe des millions chaque jour dans le monde. Eh bien, aux yeux de l'expert psychanalyste que vous êtes, que nenni! Il s'agit là d'un évident transfert de subjectivité de l'inconscient de tonton Marcel qui a pensé à la baguette de boulanger à la vue de la pintade sortant de la cuisine. Son désir refoulé a passé les barrières de son surmoi qui exprime à haute voix son envie de pénétrer la pintade. La baguette du boulanger devenant le substitut phallique narcissisé, jusque-là introverti et interdit de séance sur la scène de la table familiale. Et concluez toujours par un diagnostic, peu importe lequel, mais surtout avec un terme abscon, genre c'est une pathologie évidente. Il s'agit d'un syndrome de psychose de Vandenbroek. Et si vous n'êtes pas très créatif, alors écoutez Claude Almos sur France Info et chippez ses idées. Chacune de ses interventions est un florilège de constructions mentales improbables, toujours teintées de ce qu'il faut de caractère sexuel. Ensuite, à partir de cette technique d'analyse, je vous propose de fabriquer le test des pieds de la pintade, rapport à la pintade de Tata Juju de ci-dessus. Et je vais vous expliquer comment l'utiliser. Alors, premièrement, vous demandez à la personne qui vous consulte. Dessinez les deux pieds d'une pintade, l'espèce de pintade de votre choix. Ne faites pas à la va-vite, sinon la projection est faussée. Toutefois, ne soyez pas inquiets, ce n'est pas une épreuve de dessin. Le premier pied, celui de gauche, représente l'avenir. Eh ben oui, parce que s'il est à gauche, alors c'est le pied droit de la pintade. Et le pied droit, c'est celui que la pintade bouge en premier pour avancer. Donc, avancer, c'est l'avenir, tu vois. Enfin, c'est évident, quoi. Et donc, à contrario, le pied droit, c'est donc le gauche, c'est donc l'arrière, donc c'est le passé. Alors, dans ce dessin, le pied droit est proéminent, donc la personne a un énorme traumatisme dans son passé. Et comme les trois orteils de la pintade sont disproportionnés, alors c'est de toute évidence un traumatisme proportionné, quoi.
Alors après, je mesure la distance entre le bout du pied de la pintade et la fin du talon, puis je multiplie par 3,14. Alors j'obtiens le nombre de secondes entre la survenue du traumatisme et sa non-résolution, car un traumatisme ne peut jamais être résolu. C'est l'indice de Möckelby, du nom de la table Ikea sur laquelle j'ai conçu cet indice. Bon, maintenant que vous avez compris le principe du test projectif, revenons à notre Muriel. L'experte lui a demandé de dessiner un arbre. Mais attention, pas un sapin, car dans le test de l'arbre, le sapin est considéré comme trop prototypique. Et donc, il pourrait être stéréotypé et ne pas du tout représenter la projection. Bon, c'est quand même pas de bol. Muriel. Car Muriel, elle est vosgienne. Et qu'est-ce que l'on trouve de plus comme arbre dans les Vosges? Hein? Je vous le demande. Ben, des sapins. Des sapins des Vosges, évidemment. Alors Muriel, elle a dû dessiner un autre arbre. Genre, un marronnier, un érable, un bouleau, ou même un cerisier. Mais le cerisier, elle veut pas, car elle sait pas dessiner les cerises avec la queue. Ah, malheureuse! Que n'as-tu dit là? Tu évoques la queue des cerises, alors tu exprimes inconsciemment le viol que tu as vécu en 1983. Ben non, je parle des cerises. Donc je parle aussi des queues des cerises, quoi. Allô? Non mais, allô? T'es psychologue clinicienne, alors tu psychotes pas. Ok? Bon, Muriel, elle aurait bien dessiné un arbre à cames, parce qu'elle aime bien les camions. Surtout les camions américains avec leurs gros klaxons. Mais la psychologue, elle a pas voulu d'un arbre à cames non plus, parce que l'experte, elle sait pas changer une roue de bagnole. Alors, un moteur, vous pensez bien. Et avant que Muriel lui pose la question, la psychologue, elle a dit qu'elle voulait pas d'un arbre généalogique non plus, parce que l'oncle Bernard, elle le connaît déjà, et la tata Jacqueline aussi. Alors Muriel, elle avait plus vraiment le choix. Il ne lui restait plus que le mirabellier qu'elle a dans son jardin. Alors Muriel, elle a proposé à la psychologue clinicienne de dessiner un mirabellier. Et la psychologue clinicienne, elle a dit d'accord pour le mirabellier du jardin. Muriel a commencé à dessiner le mirabellier du jardin comme elle l'avait vu le matin même. Alors elle a commencé à dessiner le tronc tout biscornu et surtout de travers, parce que le mirabellier du jardin, il était comme ça. Biscornu, parce que tous les mirabelliers sont biscornus. Penché, car c'est un effet de la tempête de 1999 dans les Vosges. Le vent a soufflé tellement fort qu'il a penché l'arbre à tout jamais. Alors la psychologue clinicienne, elle était très contente, car l'arbre, il avait bien la tronche d'un arbre plein de traumatismes, tout ça. Alors, elle lui pose des questions. Dis, pourquoi il est tout petit ton arbre? Ben, parce qu'un mirabellier, c'est tout petit à côté d'un grand sapin des Vosges. Ah non, pas le sapin, ok? Bon, alors ton arbre, il est tout petit, hein? C'est bien ça. Ben, relativement au sap, enfin relativement aux autres arbres, on peut dire que oui. On peut dire que oui. Donc, on dit oui. Hein? C'est bien ça. Il est tout petit. Ben, si j'ai pas le choix, alors, si on ne regarde que lui, oui. Ah, donc, c'est bien ça. Il est tout petit, tout rikiki, tout rachitique. Et toi, tu te sens toute petite, hein? Tu te sens écrasée par toute cette affaire, non? Je fais 1m82 pour 103 kilos. J'ai pas le sentiment d'être rachitique. Oui, mais c'est symbolique, tu vois? Tout ça, c'est conceptuel. Oh, je sais pas qui c'est, Septuel. Mais je suis pas con, ok? Non, non, je voulais dire que, enfin, toi, au plus profond de toi, tu as l'impression d'être
comme le mirabellier de ton jardin. Bah non. Moi, j'ai pas de prune jaune qui me pousse sur les bras. J'ai pas de prunes jaunes sur les bras. Et tu aimerais en avoir? Non mais ça va pas. Qu'est-ce que vous avez picolé avant de venir? Qu'est-ce que vous avez picolé? Picolé, picole, Anatole, Colargole. Tu as envie de donner de l'amour comme l'ours Colargole? L'ours Colargole. Celui de la télé? Oui, celui-là. Ah ben, pourquoi ça? Pourquoi vous me parlez de l'ours Colargole? Moi, quand j'étais petite, je regardais plutôt L'île aux enfants. J'aimais bien Casimir. Casimir. Tu aimais bien Casimir. Casimir, c'est un gros dinosaure. C'est très méchant et violent, un dinosaure. Ben, pas Casimir. Casimir, c'est un personnage qui prend la forme d'un dinosaure pour incarner la gentillesse. C'est une forme d'oxymore conceptuel, si vous voulez bien. Vous n'avez jamais regardé Casimir à la TV? Non. Vous devriez peut-être dessiner un arbre, vous savez. Du coup, en avant-première, devant vos yeux esbaudis, voici une reconstitution du dessin de l'arbre de Muriel himself. Si, c'est une exclusivité unique au monde, rien que pour mon blog et nulle part ailleurs. Je dois remercier pour cela Germaine Pignon, qui est dame pipi, mais également femme de ménage dans le bureau de la psychologue clinicienne, experte, près la cour d'appel de Dijon. Germaine agitait sa chiffonnette sur le bureau en bois de la psychologue clinicienne quand elle a vu le dessin qu'elle a d'abord pris pour celui de Sigmund, le fils de la psychologue clinicienne. Elle nous l'a rapporté, et quand nous avons vu la signature, nous avons compris qu'il s'agissait du dessin de Muriel Boll. Le voici donc, ci-dessous. Âge du sujet, 48 ans. Hauteur de l'arbre, 24,7 cm, soit 247 mm. Début du nœud, 6,9 cm, soit 69 mm. Fin du nœud, 8,3 cm, soit 83 mm. Début de l'événement traumatique, 48 fois 69 divisé par 247 égale 13 ans et 4 mois. Fin de l'événement traumatique, 48 fois 83 divisé par 247 égale 16 ans et 2 mois. Alors surtout, il faut dire à Muriel que si elle dessine un arbre l'année prochaine, il faudra qu'elle dessine le nœud un chouïa plus bas, ok? Parce que, comme elle aura 49 ans, si elle le dessine au même endroit, ben, les calculs ne seront plus bons. Un petit moment de sérieux maintenant. Mesdames et messieurs des tribunaux, je vous invite à arrêter de juger les hommes et les femmes à l'aune de pseudo-expertises charlatanesques, plus proches de la boule de cristal et du marc de café que du sérieux scientifique que la psychologie sait faire. Tous les tests ne sont pas égaux devant la science. Pour faire simple, les tests projectifs, c'est tout pourri. Les tests construits dans le respect des normes psychométriques, c'est du sérieux et du robuste. Commencez donc par regarder plutôt du côté de la psychologie différentielle et oubliez la psychologie clinique. Et pour débuter votre désintoxication de la psychologie clinique, je vous invite à lire un très bon bouquin, le livre noir de la psychanalyse. Il s'agit d'un collectif de scientifiques qui vous explique, de manière simple et pédagogique, pourquoi toutes ces interprétations pseudo-freudiennes, c'est du grand n'importe quoi.